Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. C'est l'heure de l'information sur la CEIT. À la une ce soir, le Togo se distingue comme le pays africain le plus propice aux femmes, révèle le dernier rapport de la Banque mondiale sur l'environnement politique et socio-économique des femmes dans le monde, avec un score de 97,5% sur l'indice des réformes légales. Dans la région des savanes au nord du Togo, la lutte contre la pauvreté et le terrorisme est une priorité. Pour assurer la stabilité, les forces de défense interviennent tout en offrant des services médicaux gratuits à la communauté locale. Au-delà de nos frontières, ce samedi a débuté au Sénégal la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 24 mars. 19 candidats en lice, on y revient. Cette semaine, dans l'état de Kaduna au Nigeria, des hommes armés ont enlevé plus de 200 élèves d'une école primaire. Dans cette tragédie, les familles des enfants enlevés appellent à l'intervention du gouvernement pour retrouver leurs enfants disparus. Le Togo est le pays africain le plus favorable aux femmes. C'est ce qu'indique le nouveau rapport de la Banque mondiale sur l'environnement politique et socio-économique des femmes dans le monde. Le pays a obtenu un score de 97,5% sur l'indice de réforme légale. Le nouveau rapport intitulé Women, Business and the Law de l'année 2024 est disponible. Un rapport édité par la Banque mondiale et qui étudie l'environnement politique et socio-économique des femmes dans 190 pays dans le monde. Selon ce rapport, le Togo se distingue parmi les économies d'Afrique subsaharienne en adoptant des lois qui donnent aux femmes environ 77% des droits disponibles pour les hommes, plus que tout autre pays. Ainsi, l'indice 1 de l'étude attribue au Togo un score de 97,5 sur 100. Cet indice évalue le cadre juridique garanti aux femmes sur plusieurs plans. L'indice 2 évalue l'écart entre le cadre juridique et le cadre pratique. Le Togo a un score de 77,5. En effet, il y a plus d'un an que le pays s'est engagé dans des réformes multiformes pour créer des conditions favorables aux femmes en matière de maternité, de mariage, d'entrepreneuriat et d'accès aux actifs. Même si le Togo présente de bons scores, le rapport indique que le pays n'a établi que 27% des systèmes nécessaires pour une mise en œuvre complète des réformes. La région des savanes dans le nord du Togo est confrontée à deux défis majeurs que sont la pauvreté et le terrorisme. Pour contrer cette menace, les forces de défense sont mobilisées pour garantir la stabilité de la région. En parallèle, elles fournissent des services médicaux gratuits à la population locale. D'autres précisions dans ce qui suit. Les forces armées togolaises dispensent depuis plusieurs jours des actions médicales gratuites aux populations des régions des savanes et plus particulièrement celles de la préfecture de Kwengal. L'opération qui a démarré depuis le 3 mars dernier à Mandjouri a pour objectif de rapprocher ou de redynamiser les liens armées-nations en vue d'une synergie d'action dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Ainsi, dans la localité, des milliers de personnes sont consultées et prises en charge pour des soins divers en médecine générale par les médecins et opérateurs de la Grande Muette. Il s'agit en effet des soins de pédiatrie, de chirurgie et de diverses pathologies. Cette opération est conduite par le service santé des armées en collaboration avec le PNUD. Par ailleurs, plusieurs autres projets sont en cours dans la région en vue de renforcer la résilience et la sécurité des communautés. Parmi ces projets se trouve également le programme d'urgence pour le renforcement de la résilience des populations de la région des savanes PURS. Il s'agit d'un programme qui appuie le secteur agricole de la région, puis raccorde de l'eau potable et de l'électricité aux ménages. En 2023, l'Union européenne a lancé un projet pour renforcer la diversité et la qualité de l'information en soutenant financièrement la créativité et l'indépendance journalistique. Malgré les obstacles, le Togo reste déterminé à promouvoir la liberté d'expression et à renforcer les médias nationaux. En 2023, l'Union européenne a lancé un projet de financement. En favorisant la créativité et l'indépendance journalistique, il s'agit de contribuer au renforcement de la diversité et la qualité de l'information disponible pour les citoyens.
grâce à des subventions ciblées et des programmes de soutien financier à l'endroit des organisations de défense des droits de l'homme et des organisations de presse bénéficiant de la possibilité de concrétiser leurs projets, leurs idées et de mener à bien des projets pertinents. Ces financements permettent aux professionnels des médias de s'exprimer librement et d'explorer de nouveaux formats pour informer et sensibiliser le public sur des enjeux importants. En investissant dans les micro-projets, l'innovation et la diversité éditoriale sont encouragées au sein du paysage médiatique togolais. Ces initiatives soutenues contribuent à renforcer la démocratie en favorisant un journalisme indépendant, rigoureux et engagé. Malgré les obstacles rencontrés, le Togo demeure résolu à surmonter ces défis afin de poursuivre sa mission de promotion de la liberté d'expression et de renforcement des médias dans le pays. Et puis, le Togo n'est pas épargné par le changement climatique, comme en témoignent les inondations et les sécheresses, malgré les efforts déployés par diverses organisations pour aider le pays dans le renforcement de la résilience des communautés à faire face aux phénomènes. Ces derniers continuent de réclamer plus d'actions. Les précisions de Bernard Canvi. Les effets du changement climatique sont bien présents au Togo. Inondations, périodes de sécheresse, érosion entre autres sont devenus le quotidien des Togolais et plus particulièrement des agriculteurs, ce qui constitue un véritable frein au développement socio-économique. En effet, selon les récentes données Afrobaromètre, il est observé que les changements climatiques impactent négativement la vie au Togo au point de la rendre pire. Sur 1200 adultes togolais questionnés, près des 3/4 ou 73% disent que le phénomène rend la vie pire. Et sur la gravité du phénomène, 30% des Togolais pensent que les inondations sont devenues plus graves. L'ampleur des sécheresses est perçue dans la région des savanes par 81% des Togolais. Elle est plus sentie par les démunis, les résidents des milieux ruraux et surtout les personnes âgées. Concernant la limitation des impacts du phénomène, seulement près de la moitié ou soit 48% des Togolais questionnés se disent satisfaits des efforts du gouvernement dans la lutte contre les effets des changements climatiques. Toutefois, la majorité reconnaît que les principales causes des changements climatiques proviennent des activités humaines. Ainsi, les autorités sont donc appelées à agir dans la lutte contre le phénomène puisque les conséquences sur la vie de la population sont énormes. En Côte d'Ivoire, le comité central du Parti des peuples africains a désigné ce samedi son leader, Laurent Gbagbo, comme candidat à la présidentielle de 2025, décision que l'ancien président a acceptée. Ce choix est controversé étant donné que Laurent Gbagbo est inéligible en raison de la suspension de ses droits civiques suite à sa condamnation à 20 ans de prison dans le cadre du procès pour le braquage de la BCEAO en 2011. Cette semaine, dans l'état de Kaduna au Nigeria, plus de 200 élèves d'une école primaire ont été enlevés par des hommes armés laissant des parents désemparés. Les familles de ces derniers réclament l'aide du gouvernement pour les retrouver. Une salle de classe vide. Impossible de savoir où se trouvent de nombreux élèves de cette école. Ils ont été enlevés ce jeudi par des hommes armés, laissant des parents désemparés. Les enfants ont également été enlevés. Nous ne savons pas ce qu'ils vivent dans le repère de leurs ravisseurs. Nous implorons le gouvernement de nous aider. Nous n'avons aucune sécurité dans cette communauté, aucun poste de police, aucune présence militaire et aucun groupe de vigilance locale. Nous sommes responsables de notre propre sécurité, alors quand ils le veulent, ils envahissent la communauté. Difficile de connaître le nombre d'enfants enlevés, mais le bilan se compte en centaines, jusqu'à 280 selon certains habitants. Mustapha Aboubakar fait partie des rares élèves à avoir réussi à s'échapper des mains de ses ravisseurs. Après notre enlèvement et sur notre chemin dans la brousse, j'ai vu un sentier discret et je me suis caché. Je suis resté là et j'ai dormi parce que j'étais fatigué. Le gouvernement nigérian se retrouve une nouvelle fois face à une situation presque inextricable. Comment sauver ses enfants sans renforcer les bandes criminelles ? Le gouvernement a deux options. User de la force militaire contre ces bandits et porter secours aux enfants,
Ou alors négocier et voir comment ils peuvent obtenir leur libération. Le plus sûr à faire, c'est de négocier. Mais la négociation, ça a un gros prix financier. Au cours des dernières années, des centaines d'enfants et d'étudiants ont été kidnappés dans le nord-ouest et le centre du Nigeria. La plupart ont été relâchés après le versement d'une rançon au bout de plusieurs semaines ou mois de captivité. Le quotidien des habitants en est bouleversé. Depuis le début de ce problème de banditisme, nous passons des nuits blanches. Nous ne pouvons pas nous rendre sur les marchés voisins, ni dans notre ferme qui est loin du village. Même dans les fermes proches de la communauté, les bandits nous empêchent d'y aller. Il est très difficile de se procurer de la nourriture, sans même parler de la vente. Cette année est la pire jusqu'à présent, et nous avons peur. Nous ne savons pas quoi faire. Entre juillet 2022 et juin 2023, selon une société nigériane de conseil, 3620 personnes ont été kidnappées lors de 582 attaques au Nigeria. Et puis au Sénégal, la campagne électorale pour la présidentielle du 24 mars a été lancée ce samedi, une campagne de 2 semaines au lieu des 21 jours comme le veut le code électoral sénégalais. D'autres précisions dans ce reportage. Dans le quartier Colobane, c'est à pied que l'ancien maire de Dakar a voulu partir à la rencontre des électeurs pour cette première journée officielle de campagne. Une campagne hors norme. Elle durera 14 jours au lieu des 21 prévus par la loi. Et fait inédit, elle se tiendra en plein mois de Ramadan dans ce pays à majorité musulmane. On va adapter notre campagne. Peut-être qu'elle sera nocturne ou en tout cas ce sera par ce biais-là. Mais c'est vraiment, on nous impose une campagne exceptionnelle et spéciale. Mais on s'adaptera. L'essentiel pour nous est de communier avec les populations. Du côté des militants, c'est le soulagement. Ils s'étaient préparés à battre campagne début février, avant le report de la présidentielle. Alors même si la nouvelle date d'élection, très proche, les a pris de court cette semaine, ils se réjouissent du lancement de la campagne. Nous sommes déjà prêts depuis le début des campagnes électorales que Macky Sall avait annulé. Donc là, nous sommes prêts depuis. On a tenté par plusieurs fois de saboter le processus électoral, mais aujourd'hui, les institutions judiciaires du Sénégal sont restées debout, jusqu'à pousser le président de la République à fixer une date d'élection. Maintenant, nous y allons, avec malgré toutes les difficultés que nous allons rencontrer dans cette élection-là, mais avec la ferme conviction que nous y sommes, nous y allons, nous gagnons. Ils sont 19 à briguer le fauteuil présidentiel. Leur candidature a été validée par le Conseil constitutionnel avant le report. Au QG de campagne du Parti de l'Unité et du Rassemblement, le PUR, Idrissa Mbeng et son équipe tentent de relever les défis logistiques liés à l'organisation d'une campagne express. On attendait 21 jours, on donne 15 jours. Et dans la campagne initiale qu'on avait prévue, c'était prévu de faire le tour du Sénégal et de passer assez de temps avec les militants et les sympathisants et les populations. Malheureusement, en 15 jours, ça ne va pas être possible. On essaiera de faire le maximum de territoires. Autre interrogation, le candidat du parti dissous PASTEF sera-t-il en mesure de faire campagne ? Bassirou Diomaye Faye est emprisonné depuis presque 1 an, mais avec l'adoption de la loi d'amnistie cette semaine à l'Assemblée nationale, sa libération pourrait être imminente. Lors de sa visite en Chine, le président de la République de Sierra Leone a salué la coopération entre les deux pays, une coopération qui porte ses fruits avec la construction de plusieurs infrastructures, tandis que des voix s'élèvent de plus en plus pour dénoncer la coopération entre la Chine et les pays africains. Hôpitaux, chemins de fer, routes, ponts et autres, la Chine participe à la réalisation des infrastructures en Sierra Leone, fruit d'une coopération entre les deux pays vieille de plus de 5 décennies. Une relation saluée par le président sierra-léonais lors de sa visite à Pékin début mars. Après 52 ans de relations diplomatiques avec la Chine, la République populaire de Chine, je pense que nous sommes bien placés pour qualifier ce pays de partenaire fiable et sûr. À plusieurs reprises, contre vents et marées, les valeurs ont été respectées. Lorsqu'elle a promis, elle a tenu ses promesses sans poser d'exigences inutiles. Et lorsque nous sommes dans le besoin et que nous leur demandons de l'aide, comme nous le ferions normalement, ils répondent toujours positivement.
Mais des voix s'élèvent de plus en plus pour dénoncer la coopération entre la Chine et les pays africains. Le modèle chinois serait à l'origine du surendettement de plusieurs États sur le continent. Et puis la communauté musulmane au Kenya se prépare avec anticipation pour le début imminent du Ramadan malgré les défis économiques et sociaux rencontrés. Elle exprime gratitude et engagement envers les pratiques religieuses traditionnelles. Les détails. Alors que le top départ du Ramadan doit être donné lundi ou mardi, vendredi, la communauté musulmane du Kenya annonçait déjà les couleurs. Entre courses au marché principal de Nairobi, la capitale, et prières à la mosquée pour préparer le mois sacré de leur religion. Je salue le Ramadan. Allah nous a permis de le faire. Que Dieu soit loué. Nous sommes heureux en tant que musulmans. Nous prions Allah de nous permettre d'atteindre le prochain Ramadan. Tout va bien. Que Dieu soit loué. Au Kenya, pays majoritairement chrétien, l'islam est la deuxième religion avec 11% de la population, selon le recensement de 2019. Avec le Ramadan, c'est une vie faite de privation qui commence pour cette population. Partout dans le monde, les musulmans sont aujourd'hui prêts à faire les prières nocturnes, à jeûner pendant la journée du Ramadan, à donner la sadaka et la zakat autant que possible. Ils doivent tendre la main à ceux qui sont moins chanceux dans notre société et s'entraider pour résoudre les problèmes socio-économiques auxquels nous faisons face. La population musulmane du Kenya a été introduite par des marchands arabes qui sont arrivés sur la côte Swahili vers le 8e siècle. C'est donc avec cette actualité que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur l'A7, la télé plus proche de vous.